Maintenant, je vous rappelle qu'on a montré l'identité d'orthogonalité que vous dit que ce terme-là, en réalité, c'est l'intégrale sur oméga de Q de x U2 fois V bar dx. Voilà. Donc, on va réécrire autrement ce terme-là. Donc, sachant que l'intégrale sur oméga de Q de x U2 V bar dx égale l'intégrale sur oméga. Et donc là, je remplace U2 et V par leur expression. Donc U2, je vous rappelle que U2, donc d'abord j'ai Q de x. Donc U2, c'est exponentielle IX rho 2 fois facteur de 1 plus psi 2. Et V bar, c'est exponentielle IX rho 1 fois 1 plus 1 reste. D'accord? Et donc là, vous aurez exponentielle IX rho 1 plus rho 2. Mais je vous rappelle que rho 1 plus rho 2, on a dit que c'est égal moins IK. D'accord? Donc, les exponentielles, dans les exponentielles, il vous reste uniquement exponentielle moins IK. Scalaire x, bien sûr, fois le reste. Donc, ça fait 1 plus psi Q1 voilà, plus psi 2 plus le double produit dx. Donc, en fait, ce que j'ai écrit psi 1, c'est psi Q1. Allez, je respecte mes notations initiales. Donc, c'est psi Q1, psi Q2. D'accord? Voilà. Donc, d'une part, on a ça, et d'autre part, on a l'intégrale sur gamma moins epsilon de oméga, la dérivée normale de UV bar, dx, ben, en fait, au carré, ben, par définition même de l'opérateur Dirichlet-Neumann, ça c'est la norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse appliquée à F. Donc là, c'est la norme L2 gamma moins epsilon oméga. Au carré, bien sûr. D'accord? Je vous rappelle que F, on a choisi F comme étant la trace de la solution U2. D'accord? Voilà. Donc la dérivée, je vous rappelle que la dérivée normale de U, c'est la dérivée normale de U1 moins la dérivée normale de U2. Mais par définition, la dérivée normale de U1, c'est l'opérateur Dirichlet-Neumann appliqué à F. Et vous avez la même chose pour la dérivée normale de U2. D'accord? Et donc, cette quantité, ben, elle est majorée par la norme de l'opérateur, lambda Q1 dièse, moins lambda Q2 dièse, d'accord, fois, au carré, fois la norme de F. Donc, fois la norme de F dans H3 demi. Mais la norme de F dans H3 demi, par l'opérateur trace, je vous rappelle que F est la trace de U2, donc elle est majorée par la trace, par la norme de U2 dans H2. Donc elle est majorée par la norme de U2, H2 de oméga. Là, j'ai utilisé le théorème de trace. Donc, allez, je le réécris. Comme ça, ça va être plus clair. Donc là, c'est majoré par la norme de F dans L2, oméga, H3 demi, d'accord, au carré, j'ai des carrés partout. Donc, j'applique mon théorème. Je vous rappelle que U2 sur le bord égale à F, d'accord, donc F sur le bord, c'est U2. J'applique le théorème du trace, elle est majorée par la norme de U2 dans H2. Donc, elle est majorée par la norme de lambda dièse Q1 moins lambda dièse Q2 au carré fois la norme de U2
dans H2 de oméga au carré. Voilà. OK. Bon, ben, je sais que ce terme-là, donc, égal à celui-là. Celui-là, donc, s'écrit de cette manière-là. Ben, en fait, je remplace. Hein, on va effacer. Donc, vous aurez l'intégrale sur oméga de exponentielle moins ik scalaire x, q de x dx en module. D'accord? C'est le premier terme qui est là. D'accord? C'est ce premier terme. Et majoré par donc par l'intégrale voilà, donc j'utilise en fait l'inégalité qu'on a montrée tout à l'heure. Donc elle est majorée par une constante. Donc 1 sur tau, l'intégrale sur oméga de q, 1 plus psi q2 au carré dx, plus donc, ça c'est au carré, voilà. Donc, plus exponentielle c tau, l'intégrale sur gamma moins epsilon de oméga, la dérivée normale de u au carré. D'où sort cette exponentielle? En fait, cette exponentielle sort de V. Je vous rappelle que j'ai un V, ici, V bar, d'accord? Et en module, dans le V bar, vous avez l'exponentielle tau oméga scalaire x plus quelque chose, d'accord? Donc, je majeure le tout par C fois tau, d'accord? Et donc là, on a dit que cette intégrale s'écrit, elle est majorée par ce terme-là, d'accord? Donc, elle est majorée par donc une constante sur tau, je majeure ça par une constante puisque j'ai supposé que Q est a priori borné par une constante. Donc elle est majorée une constante, 1 sur tau, plus exponentielle C fois tau, et la dérivée normale de U au carré, on a dit qu'elle est majorée par la norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse au carré fois la norme U2 au carré dans H2 de oméga. D'accord? Bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que U2, je vous rappelle ici que U2 s'écrit comme exponentielle x rho 2 facteur 1 plus psi Q2. Hein? Et que rho 2, c'est un taux oméga, je ne me souviens plus ou moins i, k, moins eta ou plus eta sur 2. Un truc comme ça. Hein? Pardon? Voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste dans U2? Donc, dans U2, il me reste, donc c'est majoré par une constante 1 sur tau, plus exponentielle C fois tau,
Et il me reste en fait K, hein, la norme de K, plus la norme de K ou eta, hein, qui sort de la norme U2 dans H2, fois lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse au carré. Voilà. Donc, j'ai majoré cette exponentielle par l'exponentielle I rho 2 ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Je vous laisse le soin de vérifier ça, mais c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est l'inégalité qu'on obtient. Je vous rappelle que si on suppose que lambda Q1 dièse égale lambda Q2 dièse, donc ça veut dire que ça, c'est 0, et on trouve que cette Fourier, hein, c'est Fourier après tout ça, majoré par 1 sur taux, qui est quelconque, taux est arbitraire quelconque, donc on fait taux vers l'infini, ça tend vers 0. Sauf que là, si ce terme-là n'est pas nul, je ne peux pas faire la même chose. Parce que si je fais tendre taux vers l'infini, ben d'accord, ce terme tend vers 0, mais là, j'ai un exponentiel taux. D'accord ? Maintenant, il faut vraiment trouver quel est le bon équilibre entre les deux termes pour avoir un résultat de stabilité de ce terme-là en fonction de ce facteur. D'accord ? Si c'était 0, c'est l'unicité en fait. Si c'était 0, ben c'est facile. C'est le résultat qu'on a déjà montré. On fait tendre taux vers l'infini, on obtient Q égale à 0. Maintenant, comme ce n'est pas 0, hein, ce terme explose lorsque taux tend vers l'infini, puisque c'est un exponentiel de taux. D'accord ? Bon. Par une constante. Là, j'ai rien. Hein. Q, elle est bornée, a priori, par la norme infinie. D'accord ? Et là, j'ai 1. D'accord, ce terme-là est petit en taux, mais comme j'ai un 1, je le majore par une constante. D'accord ? Donc ce terme-là, majoré par une constante, fois la norme du Q infini, qui est elle-même majorée par une constante M0 ou un truc comme ça. Voilà. Donc, évidemment, la constante qui est là, dans les inégalités, change d'une inégalité à une autre. Hein. Donc, ce n'est pas la même constante chaque fois. Celui-là ? Celui-là ? Ben là, j'ai utilisé juste le fait que... il faut que je retrouve donc mes calculs. Voilà. Donc là, il y avait un D... en fait, cette constante-là, l'exponentielle C taux provient... Il ne faut pas oublier que j'ai le exponentiel taux x oméga. D'accord ? Comme x oméga, tout ce que je peux dire sur x oméga est borné, d'accord ? Je n'ai pas de signe sur x oméga, je majore le tout par C taux. Donc, je vous rappelle qu'ici, il y avait l'exponentiel, le poids de Karlemann. Donc, le exponentiel taux qui est là sort du poids de Karlemann. D'accord ? Bon, j'imagine que j'ai effacé mes inégalités. Ça provient du poids du Karlemann. Hein. Ça, c'est exactement majoration du poids de Karlemann. Hein, je majore le tout grossièrement par exponentielle C taux. OK, bon. Bon, voilà, donc là, j'obtiens cette inégalité. Là, je le réécris d'ailleurs. Donc, on obtient que l'intégrale sur oméga de exponentielle moins i kx, q de x dx, est majorée par 1 sur taux plus exponentielle c, la norme de k plus taux, hein, donc là c'est taux, et là c'est le k qui sort de U2, la norme de lambda Q2 dièse au carré. Voilà. C'est ce qu'on obtient. Et comme j'ai expliqué, si lambda Q1 égale lambda Q2, c'est l'unicité, et c'est facile à trouver que Q égale à 0, mais ce n'est pas le cas pour le moment, puisqu'on cherche
la stabilité. Bon, maintenant, on va voir quelle est l'utilité de epsilon. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a montré, c'est pour un vecteur oméga fixé. D'accord? Donc, je prends un V indice oméga, un voisinage assez petit, donc un voisinage très petit de oméga sur la sphère. D'accord? Voilà, donc là, imaginons que j'ai la sphère, j'ai oméga, d'accord? Et je prends un petit voisinage comme ça, que je le note V indice oméga. OK? Donc, si vous voulez, le V oméga, c'est là. Hein? Voilà. Je suis sur la sphère. Et je note E, l'ensemble des X dans un rn tel que X est orthogonal à un vecteur oméga tilde qui est dans le voisinage de oméga. D'accord? Ou bien, si vous voulez, je prends K. E, c'est l'ensemble des K qui vérifie ça. D'accord? Mais, comme mes inégalités ne dépendent pas de epsilon, lorsque je perturbe epsilon assez petit, d'accord, je garde la même estimation. D'accord? Et comme je garde... D'abord, avant de faire ça, il suffit aussi de remarquer que E est un voisinage conique. Un voisinage conique dans le sens où, si vous prenez un lambda quelconque strictement positif, vous avez lambda fois E égale à E. D'accord? Oui? On va voir qu'est-ce qu'on va. Je suis en train d'expliquer ce qu'on va faire. D'accord? Donc, E est un voisinage conique dans le sens, parce que, justement, pour répondre à ta question, ceci, c'est pour un K fixé. On a fixé oméga. D'accord? Oméga est fixé. Puis, on a fixé K orthogonal à oméga. Donc, même pour l'unicité, ce n'est pas très clair, parce que si ce terme égale à 0, j'ai ça égale à 0, je fais tendre taux vers l'infini, j'ai ce terme égale à 0. Mais ce terme égale à 0 pour un K fixé. Ce n'est pas le Fourier, c'est le Fourier pour K, en K. D'accord? Et donc, je ne peux pas dire que quel que soit K, ce terme égale à 0, puisque K est fixé. D'accord? Donc, comme ce terme, ça c'est juste pour un cas, mais en fait, on va montrer dans un premier lieu que ça reste vrai sur un petit voisinage de K. D'accord? Et comme cette fonction est analytique, puisque Q est un support compact, donc cette fonction est analytique, on va appliquer le théorème qu'on a vu tout à l'heure sur la continuation unique pour les fonctions analytiques, pour obtenir un résultat de stabilité. D'accord? Donc là, la difficulté que cette inégalité est vraie uniquement pour une seule direction K, qui est orthogonale. Donc, d'abord, ici, on va montrer que ceci reste vrai sur un petit voisinage conique de K. Si je suis sur un petit voisinage conique, donc en fait, ça va être exactement le O de tout à l'heure. Le O, c'était le voisinage qu'on a défini dans le théorème de continuation unique. D'accord? D'appliquer ce théorème, d'accord, pour obtenir un résultat de stabilité, puisque ça me suffit. Il suffit d'avoir un petit voisinage, que ceci reste vrai sur un petit voisinage de K.
D'accord? Donc, qu'est-ce que ça répond à... Voilà. Donc là, je suis en train de faire ça. Donc, on a montré l'inégalité pour un cas fixé, fixe, déterminé, qui est orthogonal à oméga, mais on va utiliser le fait que ce qu'on a montré ne dépend pas de epsilon, l'epsilon est assez petit, ça reste vrai sur un petit voisinage d'oméga. Hein, si je perturbe oméga dans un petit voisinage V comme ça, tout ce qu'on a montré reste vrai. Si tout ce qu'on a montré reste vrai, donc ça veut dire que lorsque je prends des oméga, donc ça c'est K. K c'est toute la direction puisque K dans un Rn. Hein. Si je perturbe oméga dans un petit voisinage, c'est comme si je perturbe K dans un autre voisinage conique. Hein, qu'on a noté E. Ben, le E, il est là. Hein, E, c'est le voisinage conique sur un Rn. Hein. C'est tout ce voisinage-là. D'accord? Donc là, c'est le V oméga. Je suis sur la sphère. Je perturbe oméga dans V oméga. Et donc K, elle varie, ou bien le paramètre K varie dans un voisinage conique, comme ça. D'accord? Que j'ai noté E. Donc E, c'est ça. Donc dès que vous avez une direction K comme ça, hein, si vous prenez une direction K, vous pouvez trouver un oméga tilde dans V oméga qui est orthogonal à K. D'accord? Donc là, c'est juste ce que je viens de décrire. OK. Donc, cette inégalité reste vraie, quel que soit K appartient à E. D'accord? Voilà. Donc, résultat des courses. Alors, quel que soit K dans E, dans le voisinage conique E c'est ce voisinage conique. Un voisinage conique, c'est exactement ça. Hein. C'est un ensemble qui vérifie cette propriété-là. D'accord? Donc, quel que soit K dans E, on a la même estimation. Donc, on a l'intégrale sur oméga de exponentielle moins I, K, X, Q de X dx en module est majoré par C1 sur taux plus exponentielle C, la norme de K, plus taux fois la norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse. Voilà. Bon. Donc, ce que j'ai gagné par rapport à la dernière étape, c'est que je suis sur un petit voisinage conique. D'accord? Et ça, je répète, et j'insiste, ça c'est au fait que j'ai un petit epsilon à ma disposition. D'accord? Je peux varier oméga sur un voisinage de taille epsilon. D'accord? Tout en restant dans le même cadre. Je fixe maintenant R. Strictement positif. Et je note grand F de K égale Q chapeau de R fois K. En fait, comme Q définit juste sur oméga, je prolonge Q par 0 en dehors de oméga. Donc Q0, c'est l'extension. Hein, donc Q0 est l'extension de Q par 0 en dehors de oméga. Hein, c'est les notations qu'on a déjà employées pas mal de fois. Je note cette fonction f. D'accord? On a grand F est analytique. Je vous rappelle que, par rapport à K, bien sûr,
Je vous rappelle que grand F est le Fourier d'une fonction à support, à l'infini à support compact. D'accord? Donc grand F est analytique. Donc grand F. Oui. Elle est analytique par rapport à K. D'accord? Elle est analytique par rapport à K. Je vous réponds juste après. Hein, juste, je termine le raisonnement et je... Donc, c'est une fonction analytique par rapport à K. Voilà. Donc là, vous appliquez, si vous voulez, le théorème de Palais-Wiener, hein, si vous voulez, pour montrer qu'elle est analytique. Et que si vous calculez la dérivée d'ordre bêta, de f, hein, vous appliquez juste la définition de Fourier de f, et vous allez trouver que c'est majoré par la norme de Q dans Alain, fois grand R puissance la longueur de bêta sur le diamètre de oméga moins 1 puissance la longueur de bêta. En fait, j'ai arrangé les choses pour mettre cette formule dans le cadre du théorème qu'on a énoncé tout à l'heure. Hein. En fait, comment vous montrez ça? Ben, vous prenez, donc je vous rappelle que f de k, ben, c'est l'intégrale sur Rn de exponentielle moins i r k scalaire x q0 de x dx. Hein. Et donc, chaque fois que vous dérivez par rapport à k, vous avez des r qui sortent. D'accord? Donc là, et comme Q0 est à support compact, donc vous avez ça. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est juste une conséquence de ça. Donc, elle est majorée par une constante. Je majore le tout par des constantes. Je garde le R, puissance longueur de bêta, voilà, sur, je pense ici, c'est même, non, c'est bien ça, ok. Donc, sur bêta factoriel, le diamètre de oméga moins 1, puissance longueur de bêta, et je corrige, je multiplie par bêta factoriel. Hein, j'ai rien fait. Par rapport à ça, j'ai mis C, une constante. J'ai gardé ce terme-là, et j'ai multiplié, j'ai divisé par bêta factoriel. Juste pour avoir la forme qu'on a tout à l'heure. D'accord? Et je dis que ça est majoré par une constante exponentielle n fois r sur le diamètre de oméga moins 1 puissance la longueur de bêta fois bêta factoriel. Tout ce que j'ai utilisé ici, c'est que x puissance n sur n factoriel est majoré par exponentielle x. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, donc une fois qu'on a ça, donc j'applique mon théorème de continuation unique pour les fonctions analytiques. Donc, pour appliquer le lemme 2,
on pose, donc je pose O, l'ouvert O, ça va être V orthogonal, qui est E en fait, hein. E inter la boule unité. D'accord? Donc ça va être ça le O, c'est cette partie-là. D'accord? Je prends la constante m, c'est c fois exponentielle n r. Et je prends ρ, c'est le diamètre de oméga puissance moins 1. D'accord? Donc là, j'ai module, ou bien c'est ça, donc module de f de k sur r, donc k sur r. Hein. F de k sur r, donc c'est Q0 chapeau de k. Il ne faut pas oublier que je cherche le Fourier de k, le Fourier de Q0 en k. D'accord? Et majoré, d'après le lemme, par une constante n fois m, m elle est là, puissance 1 moins gamma, la norme de f, à l'infini de O, puissance gamma. Ça, c'est le lemme. D'accord? Bon. Donc, elle est majorée par C. Ben, je remplace N par C fois la constante C qui est là. Exponentielle M puissance 1 moins gamma. Donc, ça fait 1 moins gamma fois N R fois la norme de Q0 chapeau L l'infini de O. Puissance gamma. Voilà. Donc, je vous rappelle que F, c'est Q0 R fois K. Et là, j'ai utilisé quelque chose d'important, c'est que E est invariant par multiplication. Hein, c'est un voisinage conique. Voilà. Oui? 1 sur le diamètre. Ça, c'est 1 sur... Ça, c'est un réel strictement positif. Voilà. D'accord? Donc là, je peux effacer là. Donc, d'autre part, on va calculer la norme de Q0. Donc, on va calculer la norme de Q0 puissance 2 sur gamma dans H-1 de R1. Le gamma, c'est le gamma qui est donné par ce théorème. Hein. Donc, je vous rappelle que gamma est entre 0 et 1. On va calculer cette quantité. Donc, cette quantité, on va l'écrire d'abord comme l'intégrale sur Rn de Q0 chapeau K au carré fois K puissance moins 2 dk. Ça, c'est la définition de la norme H-1, évidemment, le tout puissance 1 sur gamma. D'accord? Et on va décomposer l'intégrale sur un Rn en deux parties. D'abord sur la boule de rayon R, donc Q0 chapeau K carré K moins 2 dk, plus
l'intégrale sur la boule complémentaire, sur le complémentaire de la boule, de la même chose. En fait, j'explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà montré une estimation de Fourier juste sur un petit voisinage conique d'une direction K. D'accord? Grâce à ce théorème, on a montré une estimation sur toute la boule. D'accord? Puisque ce théorème, si je prends K dans la boule, donc ceci évidemment, quel que soit K, dans la boule de centre 0 et d'orient R. Hein? Puisque si K, c'est dans la boule de centre 0 et d'orient R, K sur R est dans la boule unité. Et le lemme, ou bien le théorème qu'on a vu tout à l'heure, il nous donne une estimation sur cette boule en fonction de ce qui se passe sur le voisinage conique O. D'accord? Maintenant, on va passer de la boule d'orient R à Rn. D'accord? Et évidemment, à chaque étape, on perd un petit peu. Hein? On perd des estimations plus faibles. Ou bien, on passe par des estimations plus faibles. Voilà. Donc, oui. F de K sur R. Oui. Écoute, c'est facile. Hein. C'est la définition de F. F, comment j'ai défini F? J'ai effacé F. Donc, j'ai défini F de K, c'est Q0 chapeau de R fois K. D'accord? Donc, si je change K par K sur R, on a ça. D'accord? Donc, ça, c'est Q0 chapeau K. D'accord? Maintenant, si K sur la boule de rayon R, donc K sur R, elle est dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Et j'ai appliqué le théorème de continuation unique, d'accord, qui me dit que F sur la boule, ou bien le sup sur la boule unité, est majoré par N, M1 moins gamma, la norme de F sur le petit voisinage. D'accord? Où M et N sont les paramètres qui sont donnés par ces expressions. D'accord? Voilà. Donc, là je répète, on a passé d'un petit voisinage conique à la boule unité, et maintenant on va passer à un Rn. D'accord? Voilà. Donc, j'ai réécrit la norme H-1 comme ça. Là, j'ai bien sûr la norme puissance 1 sur gamma, partout. Voilà. Et en majeur. Par une constante, j'arrive, juste, je termine ma... donc là, on va, sur la boule unité, sur la boule de rayon R, on va majorer Q0 par la norme de Q0 chapeau infini. Donc je majore par Q0 chapeau L infini de la boule de centre 0 de rayon R. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le volume de l'intégrale sur la boule de K puissance moins 2 dk. Et je majeure ça par le volume de la boule qui est à une constante près. C'est R puissance n. Question? Oui. D'accord? Donc là, je majeure par le volume qui est R puissance n, qui est majoré par une constante puissance n. Évidemment, c'est au carré. D'accord? Puis, ce terme-là, puisque je suis sur le complémentaire, ça c'est le complémentaire, hein? Puisque je suis sur le complémentaire, le K puissance moins 2 est majoré par 1 sur R au carré. Donc, je majeure par 1
sur R au carré. L'intégrale sur le complémentaire de la boule, même je passe à un Rn, de Q0 chapeau au carré, qui est la norme à une constante près, c'est la norme de Q0 L2 de oméga, ou de Rn, si vous voulez. C'est la même chose, hein? Puissance 1 sur gamma. Est-ce que, bien sûr au carré, hein? Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous vendre? D'accord? Voilà. Donc là, je répète. J'ai majoré là par la norme infinie sur la boule, multiplié par le volume de la boule. D'accord? Ceci majoré par 1. Donc le volume de la boule a une constante près, c'est R puissance la dimension. Là, j'ai dit que pour K supérieur à R, en module, en norme, donc 1 sur K majoré par 1 sur R au carré. D'accord? Donc il me reste l'intégrale sur cet ensemble de Q0 chapeau carré, qui est lui-même majoré par l'intégrale sur Rn de Q0 chapeau carré. Par ce val, c'est la norme de Q0 L2 de Rn. D'accord? Voilà. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, il faut comprendre un petit peu la philosophie générale. Hein? Mais je vous rappelle qu'on a déjà une estimation sur Q0 chapeau sur cette boule, sur la boule d'Orient R. D'accord? Bon, sauf que ce terme-là, il est multiplié par R puissance n qui est assez grand, lorsque R est grand. Plus un terme qui est Q0, je n'ai aucune estimation sur ce terme-là, mais ce terme-là, il est devant un terme qui est petit lorsque R est grand, en 1 sur R carré. D'accord? Bon, maintenant, on va remplacer avec les estimations qu'on a montrées tout à l'heure. Donc, ceci est majoré par une constante. Voilà. Donc, j'ai R puissance n sur gamma. Voilà. Puis, je vous rappelle que sur la boule de centre 0 et d'orient R, j'ai une estimation de Q0 chapeau, qui est majorée par exponentielle, en fait j'ai effacé l'estimation, qui est exponentielle n gamma, je ne sais pas quoi. Je veux le réécrire ici. Hein, c'est exponentielle 2 fois n grand R 1 moins gamma sur gamma fois exponentielle de C facteur de R, c'est la norme, c'est une majoration de la norme de K, plus taux, voilà, la norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse au carré. Ça, c'est l'estimation de premier terme. Pour le deuxième terme, non, il y a encore d'autres termes. Hein. Voilà, plus 1 sur taux R puissance n sur gamma exponentielle 2n R 1 moins gamma sur gamma plus donc ce dernier terme, ce terme-là, donc là je majore par une constante, hein, donc 1 sur R puissance 2 gamma. Voilà. Ça c'est l'estimation qu'on a.
Bon, là, il y a plusieurs paramètres. Bon, le gamma est fixé entre 0 et 1. J'ai un R et j'ai un taux. D'accord? J'ai deux paramètres, deux grands paramètres. R, je vous rappelle, R, c'est le R qu'on a utilisé ici. Et le taux, c'est un taux qui provient des inégalités de Carleman. D'accord? Bon. Donc, on voit ici tout de suite que ce terme-là, il est tout le temps grand, hein, soit par rapport à taux, soit par rapport à R, puisqu'il fait apparaître exponentielle R, exponentielle taux. D'accord? Mais ce mauvais terme au sens qu'il explose, qui tend vers plus l'infini, donc l'avantage de ce terme-là, il est devant notre mesure, qui est lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse. Donc si ce terme-là est égal à 0, ben, ce terme-là disparaisse. D'accord? Donc l'avantage que le mauvais terme est devant la mesure qu'on dispose. Ce terme-là est petit lorsque R est grand. Et il ne reste ce terme-là. Ce terme-là, il est grand par rapport à R, mais il est petit par rapport à taux. Et j'ai intérêt que ce terme-là soit assez petit. Donc comment on fait? Il faut choisir taux suffisamment grand par rapport à R pour que ce terme-là soit petit. Donc là, on ne peut pas espérer grand-chose. D'accord? Mais ce n'est pas grave, c'est devant la mesure. Ce terme-là, il est petit lorsque R est grand. Ce terme-là, il faut équilibrer, il faut choisir taux d'une manière astucieuse pour que ce terme-là soit petit. Donc, pour espérer que ce terme soit petit, il faut choisir taux. Comment par rapport à R? Bon, là, c'est R puissance quelque chose. Je peux mettre l'exponentielle ici. Donc, il faut choisir R. Il faut choisir plutôt taux exponentiellement petit, plutôt exponentiellement grand par rapport à R. Ou l'inverse. Il faut choisir, voilà, on va l'écrire comme ça, on va comprendre. D'accord? Bon, là, on va arranger un petit peu les choses ici. On va majorer d'abord par C. Bon, là, comme j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai R et taux, etc. avec des constantes. Quitte à changer les constantes, on va majorer par exponentielle C, R, plus taux. Ce n'est pas la même constante. On va le mettre, je ne sais pas, vous me donnez une constante. Un grand A, d'accord? Une constante. La norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse. Au carré. Hein? Donc, j'ai majoré tout ce bazar par le R puissance n sur gamma, je le mets ici, je change et tout, voilà. D'accord? Là, comme j'ai dit, plus 1 sur taux, il faut le garder surtout. Et le R puissance n sur gamma, je le mets dans l'exponentielle, quitte à changer la constante qui est là. Donc, ça va être un exponentiel, un B fois R, d'accord, plus 1 sur R puissance 2 sur gamma. Voilà. Donc là, je répète enfin ce que je viens d'expliquer. Ce terme est sympathique. C'est un terme petit lorsque R tend vers l'infini. Hein, imaginons que je cherche l'unicité. Si je cherche l'unicité, qu'est-ce que je fais? Si je cherche l'unicité, ben, ce terme égale à 0. D'accord? Je fais tendre d'abord taux vers l'infini, ce terme devient 0, puis une fois que j'ai éliminé ce terme-là, je fais tendre R vers l'infini, et comme ce qui est à gauche ne dépend pas de R, donc j'aurai mon estimation, ou bien j'aurai mon unicité. Hein, l'unicité Q0 égale à chaque. Mais ce n'est pas le cas. Ce terme, maintenant, n'est pas 0. Ben, comme j'ai dit, il faut choisir d'une manière assez astucieuse taux et R pour que
pour que ça marche. Oui. Celui-là? Là, j'ai pris A suffisamment grand. Hein? Je n'ai pas compris votre question. Elle est là. D'accord? J'ai changé le C par une constante plus grande. Plus grande qui est A. D'accord? Ça reste aussi vrai. Tu es d'accord? OK? Bon, comme j'ai dit, là, il faut d'abord choisir taux pour que ce terme-là soit petit. Une fois qu'on a taux pour que ce terme-là soit assez petit, ça veut dire qu'il faut choisir taux se comporte comme un exponentiel R, ou une constante fois R. Donc si taux se comporte comme une constante exponentielle R, on va le payer ici, parce que là, ça va être exponentielle de exponentielle R. D'accord? Et c'est ça qui va faire apparaître le double log. D'accord? Voilà. Bon, ici, en fait, on va essayer de bricoler ensemble. Voilà. Je choisis taux de telle sorte que ce terme-là égale à ce terme-là. Je veux qu'elle soit petite. Donc, je ne peux pas espérer mieux que celui-là. Donc, soit taux tel que 1 sur taux fois exponentielle B fois R égale à 1 sur R puissance 2 sur gamma. Donc là, quelle condition sur taux? Ben, taux, ça va être taux égale à R puissance 2 sur gamma fois exponentielle BR. D'accord? Ça, c'est mon choix de taux. D'accord? Et je remplace dans mon estimation. Donc, ce terme-là, est majoré par, donc je garde celui-là, C facteur exponentiel A fois R plus A fois taux. Mais taux, elle est majorée aussi par une autre constante qu'on va noter C, R. Hein, les puissances de R sont majorées par des exponentielles. Hein? Donc si vous prenez R suffisamment grand, je le majore par 2 fois BR. Ah, je prends R suffisamment grand. D'accord? Donc ça va être majoré par exponentielle AR plus exponentielle 2BR. Pareil, AR, je le majeure par l'exponentielle. Donc, quitte à changer le A par une autre constante, c'est majoré par A exponentielle, une constante BR. B, ça change d'une inégalité à l'autre. Hein. On ne va pas multiplier les constantes, sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord? Fois lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse au carré. D'accord? Bien sûr, ce que j'ai oublié, c'est 2 sur gamma, hein, puisque j'ai oublié tout à l'heure. Parce qu'avant, c'était 1 sur gamma ici, hein, qui passe à travers tout le monde. Voilà. Et donc, ce terme-là, j'ai choisi taux de telle sorte que ce terme-là égale à celui-là. Donc, ça va être 2 fois. Donc, plus 1 sur R puissance 2 sur gamma. D'accord? Donc, la constante ici, elle a changé. Hein? Donc, ce terme-là, on l'a choisi de telle sorte égal à celui-là. On a choisi taux de telle sorte égal à ça. Voilà, donc, le résultat qu'on a trouvé. Donc là, vous avez exponentielle de exponentielle. Donc là, évidemment, quitte à changer B, je peux supprimer celui-là. D'accord? Fois la mesure, plus 1 sur R. D'accord? Bon, maintenant, il faut choisir R. Ben, on va choisir R égale, enfin, là, j'ai noté K, si vous voulez. J'ai noté le grand K, comme ça. Voilà. Maintenant, je prends
donc je prends le R égale à 1 sur K log de la norme de lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse en valeur absolue. Voilà. Donc, avec ce choix de R, donc, la constante ici change. Hein. La constante ici, c'est le 2 fois de cette constante. Hein. Donc, avec ce choix de R, donc, évidemment, ici, ça va vous donner, en fait, un terme de Lipschitz, si vous voulez. Hein, c'est lambda Q1 dièse moins lambda Q2 dièse puissance quelque chose. Mais ce terme-là, il vous donne des puissances de ce terme-là. D'accord ? Et donc, si vous remplacez R de cette manière, hein, si vous choisissez R égale à ça, ben vous aurez exactement l'estimation qu'on cherche à montrer. Hein? Voilà. D'accord? On obtient le résultat, d'où le résultat. OK? Bon, l'essentiel, donc, il faut savoir qu'on a d'abord montré une estimation pour une seule direction K, puis donc on a montré une estimation sur K, puis on a montré une estimation sur un petit voisinage conique, puis enfin on a montré une estimation sur tout l'espace, d'accord, en utilisant le théorème de prolongement analytique.